Mesdames, Messieurs, Madame la directrice, je vous remercie de cette présentation qui me touche beaucoup et que vous avez parfaitement résumé l'esprit des recherches que je mène maintenant depuis un certain nombre d'années. Et je vous remercie très sincèrement de me donner l'occasion ce soir de vous parler effectivement d'un thème qui m'intéresse et qui intéresse les membres de l'équipe que j'ai réunie autour de moi dans ce programme, les confins de la musique. Et cette thématique trouve donc ce soir, donc dans cette conférence annuelle, une place que je vais essayer de vous montrer de la manière la plus précise possible. Donc j'ai intitulé cette conférence « Au rythme des musiques traditionnelles, la contribution des Français au développement de l'ethnomusicologie en Grèce ». Alors, autant vous le dire tout de suite, le but de cette conférence est de faire une annonce à la suite d'une découverte inattendue et même inespérée que j'ai faite il y a un peu plus de 2 ans et qui concerne précisément les musiques traditionnelles de la Grèce. Mais avant de vous révéler de quoi il s'agit précisément, je voudrais évoquer cette longue histoire des relations entre les Françaises et les Grecs depuis environ 2 siècles, au-delà de ce qu'on a l'habitude de considérer comme l'ethnomusicologie, c'est-à-dire une science qui s'est développée à partir des années 1930 et plus encore à partir des années 1950, mais qui a pris ses racines au XIXe siècle. Donc, je voudrais vous présenter, autrement dit, ce qu'on pourrait appeler une histoire franco-grecque des musiques traditionnelles de Grèce. Et pour commencer, il me semble qu'il faut évoquer la figure bien connue de Claude Fauriel. En 1824, paraissait l'un des recueils de chansons populaires les plus célèbres de l'époque romantique, Les chants populaires de la Grèce moderne de Claude Fauriel, un jalon essentiel dans l'étude des traditions musicales de Grèce. Les chants populaires de la Grèce moderne ont été recueillis auprès de Grecs de la diaspora, mais ils ont été aussi constitués en partie avec la collection d'Adamantios Korais, transmise à Fauriel par son ami, le professeur, médecin et traducteur du français en grec, Nikolaos Pikolos, mort à Paris en 1865. Il s'agit de l'un des tout premiers témoignages de ce que j'ai appelé à l'instant l'histoire franco-grecque des musiques traditionnelles. Une histoire illustrée avec éclat par le livre de Fauriel, qui, plus que tout autre, a exercé une grande influence en France et en Europe au XIXe siècle. En témoigne l'adaptation versifiée du poète Népomucène Lemercier dès 1824 et la traduction en allemand de Wilhelm Müller en 1825. L'une des raisons de ce succès tient sans doute au postulat du savant Philhellène. Au moment où le philhellénisme atteint son apogée en Europe, Fauriel est le promoteur d'une idée qui aura une grande importance dans l'historiographie française et grecque. Il veut montrer en effet, comme vous le savez, la continuité de la civilisation grecque depuis l'Antiquité à travers la permanence d'une langue et la transmission de chants populaires. Les chants populaires de la Grèce moderne ont donc ouvert 2 voies complémentaires, vers la laographie d'une part, et d'autre part, vers la musicologie comparée et une histoire de la musique consacrée à l'étude des origines et de la continuité de ce qu'on appelait parfois autrefois la langue musicale européenne. Ainsi, en France, dans la continuité de Fauriel, se place le conte de Marcellus avec ses recueils « Chants du peuple en Grèce » en 1851 et « Chants populaires de la Grèce moderne » en 1860, Gustave Deville, membre de l'École française d'Athènes et auteur d'une thèse latine sur les chants populaires grecs en 1866, et Émile Legrand, professeur à l'École des langues orientales jusqu'à sa mort en 1903, pendant 30 ans, et auteur, entre autres, d'un recueil de chansons populaires grecques en 1874. Du côté des musiciens, il faut mentionner bien sûr Louis-Albert Bourgault du Coudray et son très célèbre recueil paru en 1877, Les 30 mélodies populaires de Grèce et d'Orient, transcrites en notation occidentale et assorties de nombreux commentaires analytiques. En 1874 et en 1875, Bourgault du Coudray, qui avait reçu le prix de Rome en 1862, a consulté Émile Burnouf, directeur de l'École française d'Athènes, à partir de 1875. Il a écouté des chantres de Constantinople et de Smyrne, et à Smyrne, il a écouté aussi Madame Lafont, l'épouse chypriote du consul de France, ainsi que 2 chanteurs, un grec et un arménien, qu'il nomme Hierasimos et Karabet. Les études de Bourgault du Coudray attirent immédiatement l'attention des hellénistes français, comme Charles-Émile Ruel, grand spécialiste de la musique grecque antique,
et Othon Riemann, qui s'intéresse aux travaux de Bourgault du Coudray lorsqu'il est membre de l'école française d'Athènes à la fin des années 1870. Les études de Bourgault du Coudray ont eu une importance capitale dans les décennies suivantes en France et en Grèce, comme le montrent en particulier les travaux de deux hellénistes, Maurice Emmanuel et Hubert Pernaut. Je reviendrai sur ces deux personnalités qui ont exercé une influence importante sur la constitution de l'ethnomusicologie française et en Grèce. Je vous propose à présent de faire un très grand saut dans le temps jusqu'à l'année 1980. J'ai choisi de vous présenter en effet une histoire rétrospective en prenant pour point de départ un entretien que j'ai eu en mai 2018 avec le grand ethnomusicologue franco-israélien Simra Arom, directeur de recherche émérite au CNRS. Le nom de Simra Arom est indissociable de ses enregistrements et de ses travaux consacrés à la musique d'Afrique subsaharienne et qui sont connus dans le monde entier. Mais dans son catalogue, on trouve aussi ces trois disques. Hommage à Tsitsianis, donc au centre, Monodie vocale de Grèce, Takoutsia, musique d'Épire. Je m'attarderai sur les deux premiers disques, donc Hommage à Tsitsianis et Monodie vocale de Grèce, qui ont été enregistrés en 1980 à Athènes. Les deux disques devaient paraître à l'origine dans l'Atlas musical de l'UNESCO, qui avait déjà accueilli un disque sur la Grèce en 1973, réalisé par Alain Danielou et Jacques Cloarec. Cependant, leur commercialisation en France s'est faite suivant deux circuits différents. L'Atlas musical de l'UNESCO pour Monodie vocale et la collection Okora Radio France pour Tsitsianis. Monodie vocale de Grèce a été un échec de l'aveu même de l'ethnomusicologue. Au contraire, le disque Hommage à Tsitsianis a été un grand succès. Il a reçu le prix André Scheffner, du nom de l'ethnomusicologue français décédé en 1980, donc un prix décerné par l'Académie Charles Cros, l'Académie du disque, en 1985. Il a été réédité plusieurs fois sous forme de cassette audio ou de CD, et on le trouve aujourd'hui encore dans de très nombreuses médiathèques municipales en France. Mais que vient donc faire en Grèce un ethnomusicologue spécialiste de la musique des Pygmées? Comme cela s'est produit souvent depuis Fauriel, une personne d'origine grecque a joué le rôle d'intermédiaire. C'est Tatiana Yiannopoulos, anthropologue au CNRS, qui a invité Simra à Rome, en Grèce, pour qu'il enregistre deux musiciens exceptionnels, Vassilis Tsitsianis et Dimitris Koukas, surnommés Barbamitsos. Autant Barbamitsos était un inconnu, autant Tsitsianis, l'un des plus grands artistes du rebetiko et de la musique laïki, était, comme vous le savez bien, une véritable star en Grèce. Et c'est cette star que Simra Arom, qui ne parle pas grec, a entrepris d'enregistrer en février 1980 lors de deux séances qui se sont déroulées la nuit après les concerts de Tsitsianis. Mais comment enregistrer Tsitsianis, lui qui avait été déjà tellement enregistré depuis les années 30 en studio? C'est ici qu'intervient ce que j'appellerais le dispositif Tsitsianis. Simra Arom a exigé, c'est le mot, que Tsitsianis accepte des conditions inhabituelles d'enregistrement et qu'il change en particulier la formation instrumentale, ce qui aboutit à modifier complètement le son du rebetiko. Voici quelles ont été les conditions posées par l'ethnomusicologue. 3 instruments, un bouzouki, une guitare, un baglama et une chanteuse, donc 4 musiciens. Ni piano, ni batterie, ni accordéon, qui étaient pourtant utilisés par Tsitsianis depuis les années 50 au moins. Aucune sonorisation, aucune amplification, et une prise de son avec un appareil Nagra, l'appareil des ethnomusicologues pour ainsi dire, par Simra Arom lui-même, au plus près des musiciens, dans un espace clos, dans une cuisine, dans un appartement. Scepticisme de Tsitsianis. Qui est cet étranger qui lui demande tout cela? Mais quand Simra Arom, comme il le faisait avec les musiciens de Centrafrique, lui fait écouter ses enregistrements avec un casque, c'est une véritable révélation. Tsitsianis n'avait jamais entendu ses chansons enregistrées de cette façon. Et c'est le début d'une amitié entre l'ethnomusicologue et le musicien grec jusqu'à son décès en 1984. Venons-en maintenant à la notice explicative qui accompagne le disque. Il faut en effet faire parler les enregistrements. Alors, il n'y a absolument rien d'original à cela, mais il faut lire néanmoins les commentaires des pochettes de disques de Tsitsianis en particulier. Tatiana Yiannopoulos s'est chargée d'expliquer le contexte social et historique, et elle a analysé les textes. Simra Arom a présenté une analyse rythmique et mélodique des airs. Ce que les auteurs veulent mettre en valeur, c'est, comme l'écrit Simra Arom, je le cite, que les créations de Tsitsianis nous semblent importantes en ce qu'elles rendent compte précisément de la façon dont une musique de tradition populaire et collective peut se transformer en un art individuel savant. Un art qui atteint son apogée avec le Taksim.
Alors cet art, pour être considéré à sa juste valeur, doit être dépouillé de tout ce qui ne serait pas assez traditionnel. On sait que Simra Arom, avec Denis Constant-Martin, ont entrepris en 2005 une critique systématique de la world music, qui est une pratique essentiellement commerciale qui a pour but de récupérer les musiques de tradition orale et de les rendre acceptables pour un large public occidental avide d'exotisme. Toutefois, le succès du disque de Tsitsanis en France pourrait s'expliquer précisément par le fait que le rebetiko et le bouzouki sont devenus le symbole de la musique traditionnelle grecque après 2 décennies de films, de chansons, d'airs à la mode au son du bouzouki. Et évidemment, on pense tous à l'inévitable Sirtaki de Zorba Theodorakis. La pochette du disque attire en tout cas l'attention du consommateur de world music, comme vous le voyez, avec la mention bouzouki à côté du mot Grèce. Mais il faut rendre justice à Simra Arom et à Tatiana Yiannopoulos, car le projet n'est pas lié au genre de la world music. Ils ont voulu faire connaître aux auditeurs français une musique traditionnelle vivante. C'est le nom de la collection, enfin de la catégorie dans laquelle est rangé l'enregistrement. Donc c'est une catégorie de la collection Okora Radio France, musique traditionnelle vivante. Tantôt des monodies qui témoignent d'un art ancestral, quasiment disparu, qui ont été composés par Dimitris Koukas, un inconnu. Tantôt le rebetiko authentique, selon eux, loin, je cite Yiannopoulos dans sa notice, loin du charme doucereux d'une musique décente, empruntée comme les dynasties régnantes à l'étranger. Et je prendrai maintenant pour exemple la chanson la plus célèbre de Tsitsanis, signée Fiasmini Kyriaki, dans le disque Okora. Si, je trouve, voilà. Donc un extrait, donc la première moitié de l'enregistrement. Πιασμένη Κυριακή μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου που έχει πάντα συννεφιά Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου Le disque Hommage à Tsitsanis est sans doute l'un des meilleurs témoignages des nouvelles perspectives ouvertes par l'ethnomusicologie, une ethnomusicologie venue en l'occurrence ici de France, et par les recherches sur les musiques de tradition orale menées à partir des années 1980 en Grèce. À ce moment apparaît ce qu'on pourrait appeler une orientalisation, voire une ottomanisation des musiques traditionnelles de Grèce qui n'a jamais cessé depuis. On pense alors notamment à l'Irlandais crétois, Ross Daly, souvent invité dans des festivals de musique traditionnelle en France, et dont certains disques ont été aussi produits en France, comme Microcosmos, que vous avez ici, produit à Marseille en 2004, et qui réunit Ross Daly et un certain nombre de musiciens de différents continents, dont le joueur de kora malien, Balaké Sissoko. On pense aussi à l'ensemble Enjordes, qui a publié un disque consacré au répertoire de Constantinople et de Smyrne, dans la collection Okora Radio France en 2009. Et on peut citer tout récemment le disque qui est paru il y a quelques mois,
le disque d'Urania Lamproboulou au Santouri et de Dominique Vélard, donc un musicien, chanteur qui ici joue de l'oud, mais qui est spécialiste de la musique médiévale en France, qui se sont réunis et qui ont donc composé, c'est le mot, ce dernier album, M'arrêter ici, esquisse d'Asie mineure. Mais puisqu'il a été tant question d'Okora Radio France, il faut se tourner maintenant vers celui qui a été un homme clé de notre histoire franco-grecque des musiques traditionnelles, Haris Fakinos. Quand on évoque la Grèce dans la collection Okora Radio France durant les années 1980, on ne peut en effet que penser à l'écrivain et producteur Haris Fakinos. Les recherches de Fakinos sur les musiques traditionnelles de la Grèce ont commencé en 1976. Après une série de disques consacrés au chant byzantin avec l'ensemble de Théodore Vassilikos, Fakinos s'associe à Domna Samiou pour l'album Chant des Acrites, enregistré à Athènes en 1982, donc vous avez en bas, et chant polyphonique et musique d'Épire, réalisé à partir de l'enregistrement d'un concert donné en février 1983 au Havre, en France, par des musiciens originaires du village épirote de Ctismata. En 1985, paraît enfin le disque La tradition du rebetiko, chanson des frumeries et des prisons, par le groupe Rebetiko de Sardi. Ce dernier disque, bien connu dans les milieux franco-grecs parisiens, figure dans la catégorie des musiques traditionnelles vivantes, lui aussi, à côté du disque de Tsitsanis. Cheville ouvrière du groupe, le bouzoukiste Nikos Syros avait rencontré Marcos Vamvakaris au début des années 1970, puis il avait donné ses premiers concerts à Paris. Proche d'Ilias Petropoulos, il a rencontré aussi Jacques Lacarrière et Haris Fakinos, qui l'invitent à se produire en concert à la Maison de la Radio à Paris. Leur but est de restaurer un rebetiko authentique. Je cite Fakinos dans la pochette, donc dans la notice de la pochette du disque. Le tristement célèbre Sirtaki et ses inventeurs parisiens ont complètement dénaturé une danse des rebetes en lui ajoutant des pas acrobatiques, des pirouettes et des bonds ridicules, toutes ces simagrées admirées aujourd'hui par les touristes en mal d'exotisme. Pour Fakinos, au contraire, le rebetiko est une musique vivante des bas-fonds qui, je le cite encore, appartient incontestablement à l'univers sonore de la Méditerranée orientale. Et il précise que les mélodies sont construites à partir du makam et interprétées avec des instruments comme l'oud, le santouri, le baglama. Et il note enfin que le zebekiko est originaire de Turquie et le khasapiko de Constantinople. Chez Fakinos, donc là j'abrège évidemment parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur tous les textes qu'il a consacrés à la musique, donc chez Fakinos on trouve une critique de l'influence occidentale et du goût bourgeois qui renvoie aux engagements politiques de l'écrivain de gauche. Mais chez lui, la critique est aussi liée au projet de sauvegarder les musiques traditionnelles vivantes et authentiques, d'après ses propres termes, au moyen d'enregistrements sonores. On comprend donc pourquoi le disque Hommage à Tsitsanis figure dans cette collection d'Okora, à côté du disque de Rebetiko de Sardi. J'ai cité en passant le nom de Jacques Lacarrière. Et je voudrais rappeler à présent le rôle qu'a joué dans ce domaine l'écrivain voyageur français, qui fut aussi, on le sait moins, un ethnomusicologue amateur. Sa contribution à l'ethnomusicologie en Grèce a été certes assez limitée, parce que Lacarrière n'a été ni un ethnomusicologue professionnel, ni un producteur de disques. Mais il a multiplié tout au long de sa vie les initiatives en direction du public français. Traduction des Rebetika avec Michel Volkovitch dans La Grèce de l'ombre. Des notices de disques, comme le disque L'âme de la Grèce en 1988. Des spectacles musicaux, comme Chant profond de la Grèce en 1982. Des articles sur la musique et les traditions populaires dans le Dictionnaire amoureux de la Grèce en 2001. Des émissions radiophoniques sur le rebetiko en 1976, juste après la dictature des colonels. De ce goût pour les musiques traditionnelles vivantes de Grèce, Lacarrière a beaucoup parlé dans son livre le plus célèbre, L'été grec. Et on peut en relire les derniers chapitres pour saisir la perspicacité de ses observations. Au début des années 80, dans les dernières pages d'une réédition de L'été grec, Lacarrière a témoigné des profonds changements qui ont affecté la société grecque depuis 1974 et auxquels la musique n'a pas échappé. Il remarque en effet que les pages consacrées au rebetiko, au chant cleftique et au théâtre d'ombre dans son livre suscitent désormais une incompréhension amusée de la part des jeunes lecteurs grecs. Ces chapitres évoquent ce qu'il appelle la Grèce de papa, en train de disparaître sous les coups du tourisme de masse et de la modernisation accélérée des pratiques sociales. Mais Lacarrière désire préserver la Grèce quotidienne de 4000 ans, donc, comme l'indique le sous-titre de L'été grec. Cette Grèce, il désire la préserver par l'écriture.
mais aussi par l'enregistrement sonore. C'est à ce moyen qu'il a recours lors d'un séjour sur l'île de Chios à l'automne 1966. À Pyrgi, au sud de l'île, il décide d'enregistrer des chansons que plusieurs habitants interprètent pour lui. Grâce à l'amabilité de Sylvia Lacarrière, j'ai pu consulter le carnet tenu par l'écrivain durant son séjour et qui constitue la matrice du chapitre de l'été grec consacré donc à son séjour à Chios. Et je vous présente ici donc 3 photos de ce carnet donc datant de 1966. Malheureusement, à ce jour, les enregistrements de Lacarrière n'ont pas été encore retrouvés. Mais voici ce qu'il dit de sa méthode dans l'été grec. Et là, je vais vous lire donc un extrait du chapitre consacré à Chios. Pendant 3 jours, je ferai une débauche d'enregistrements au magnétophone. Chants de mariage, de fiançailles, chants de carême, de Pâques, chants de travail, et aussi ces amanédes, ces litanies d'Asie mineure qu'ici tout le monde connaît. Au début, chacun se montra réticent. C'était la première fois qu'un étranger s'intéressait à tout cela et demandait d'interpréter ainsi, pour le plaisir, des chants de circonstance. Mais tout se sait très vite dans un village et j'eus une idée simple qui s'avéra très efficace pour que chacun se mette à chanter. Il y avait un épicier qui s'était proposé de m'interpréter divers airs du pays. Tout le monde me dit qu'il était très mauvais chanteur. Qu'importe. Je passais 2 heures dans sa boutique à l'écouter, au milieu des barils d'olives et d'anchois, des macaronis, des tonnettes d'ouzo de mastica. Puis je passais l'enregistrement assez fort pour qu'on l'entende du dehors. Les voisins affluèrent, les gosses s'agglutinèrent, les femmes s'esclaffèrent, mais le but était obtenu. En faisant entendre ostensiblement le plus mauvais chanteur, selon les critères du village, j'étais sûr que les bons se manifesteraient. Et effectivement, deux meilleurs chanteurs se sont manifestés et Lacarrière les a également enregistrés. Et c'est ainsi, avec cette méthode tout à fait empirique, et on sait combien l'empirisme est important dans le métier de l'ethnomusicologue. Simra Rom lui-même l'a rappelé dans son précis d'ethnomusicologie. Donc c'est avec cette méthode que Lacarrière a collecté tout un ensemble de mélodies de l'île, Mariatico, Apocliatica, Styniaka, etc., etc. Son exploration, malheureusement, est restée inachevée. On pourrait s'interroger sur ce que serait devenue cette collecte si Lacarrière avait décidé de revenir en Grèce en 1967, comme il prévoyait de le faire avant le coup d'État des colonels du 21 avril. Mais il n'est pas revenu en Grèce avant 1976. Il aurait été en tout cas très intéressant de comparer sa collection avec les recherches menées par un autre ethnomusicologue français, cette fois un professionnel, spécialiste de l'Indonésie, élève de Claude de Lévi-Strauss. Donc cet ethnomusicologue se nommait Louis Berthe. Il est disparu prématurément à l'âge de 41 ans, en 1968. Louis Berthe a réalisé 2 séries d'enregistrements pour la collection du Musée de l'Homme à Paris. En Épire en 1956 avec Pierre Gougidis et à Égine en 1965 avec la célèbre ethnomusicologue grecque Despina Mazaraki. Dans les notices des pochettes de disques, Louis Berthe se réfère également aux travaux de Melpo Merlier et de Samuel Bobovi, d'autant plus volontiers que ces collectes ont été réalisées avec le soutien de l'Institut français d'Athènes. Alors bien entendu, Lacarrière n'a pas poussé aussi loin ses recherches, mais il a néanmoins mentionné dans l'été grec le nom d'un autre savant, un Français venu à Chios avant lui. Je cite Lacarrière. J'ai appris par la suite que je n'étais pas le premier. L'helléniste Hubert Pernaut réalisa ici des enregistrements en 1928. Il est donc temps d'en revenir, puisque je l'ai déjà cité, à Hubert Pernaut. Lacarrière a commis une erreur. En 1928, Pernaut n'a rien enregistré à Chios. Il n'est même pas venu dans l'île. C'est durant l'été de 1898 que Pernaut est venu à Chios pour la première fois avec un phonographe. Il a suivi l'exemple de son maître, Jean Psicari, qui avait réalisé de son côté une mission dans les Cyclades et en Thessalie en 1893 pour y étudier les dialectes. De son côté, Pernaut a d'abord étudié le dialecte tsakonien en 1894, puis il se rend donc à Chios en juillet 1898 dans le cadre d'une nouvelle recherche sur le dialecte de l'île. Cette recherche aboutira en 1907 à une thèse de doctorat sur la phonétique des parlers de Chios, soutenue à la Sorbonne. Dès 1895, Jean Psicari avait présenté le résultat de ses observations de terrain en Thessalie et dans les Cyclades dans son cours de l'école pratique des hautes études à Paris. Il a défini la méthode adoptée pour restituer les dialectes à ses élèves parisiens de la manière suivante. Donc, je vous lis un extrait du rapport du cours de Psicari. Il s'agissait de replacer le plus possible l'auditeur dans les conditions mêmes de l'observateur. Les formes recueillies lui étaient donc présentées pêle-mêle dans leur contexte oral, si l'on peut dire. Puis on tâchait,
en rapprochant les unes des autres les formes similaires, de reconnaître les traitements phonétiques propres à une région. Ou bien encore, l'auditeur, une fois ces traitements connus, se proposait de traduire du grec commun en patois ou du patois en grec commun. 3 ans plus tard, en 1898, pour approcher encore mieux de la phonétique des patois, comme le disait Psychari, ou du dialecte de Chios, Pernaut emporte donc un graphophone Columbia. Il s'agit pour lui d'enregistrer et de restituer ensuite à Paris les dialectes avec les outils technologiques les plus avancés à la fin du XIXe siècle. Donc vous voyez ici un modèle, le graphophone Columbia, dont Pernaut s'est muni à Chios, et donc un cylindre de cire brune et son boîtier. En 1899, pendant l'été, Pernaut revient à Chios dans le cadre d'une nouvelle mission financée par le ministère de l'Instruction publique, et il complète ses recherches. Donc après 2 ans, il rapporte plus d'une centaine d'airs, de mélodies, de distiches et de contes. En 1903, il publie 2 livres, un récit de voyage, en pays turc, l'île de Chios, et un recueil de 114 mélodies transcrites par le compositeur Paul Leflemme. Jacques Lacarrière, pour revenir à lui, a donc confondu cette première collecte à Chios avec une campagne célèbre d'enregistrement réalisée par Pernaut en Europe centrale et orientale, en Roumanie en 1928, en Tchécoslovaquie en 1929 et en Grèce en 1930. À ce moment-là, Pernaut est le directeur du musée de la parole et du geste, et il quittera ses fonctions en 1931 pour la chaire de grec moderne à la Sorbonne, créée avec l'appui du gouvernement Vénizelos. Donc en octobre 1930, Pernaut se rend à Athènes. Pendant 3 mois, il enregistre des chants traditionnels auprès d'informateurs de tous les horizons, l'Anatolie, l'Épire, la Macédoine, les îles de la mer Égée, le Péloponnèse, etc. Cette collecte est réalisée conformément à la méthode définie à la suite du congrès de Prague qui s'est tenu en octobre 1928 et auquel avaient participé notamment Béla Bartók et un autre grand ethnomusicologue hongrois, László Lajta. Donc la collecte de Pernaut repose sur, d'une part, l'utilisation de fiches de renseignement, les plus précises possibles, et d'autre part, sur des enregistrements réalisés, là encore, avec des appareils les plus perfectionnés, ici un appareil pâté, sur des disques 78 tours plus résistants que les cylindres de cire. Donc vous avez ici un exemple, donc le disque, l'affiche signée par Hubert Pernaut, et puis la dernière petite fiche en bas à votre droite, qui était destinée à l'Institut de phonétique à Paris, pour le classement. Alors, en revanche, Pernaut effectue ses enregistrements dans un théâtre à Athènes, donc hors de toute performance, exécutée dans un contexte précis, qu'il soit rituel ou non. C'est bien la méthode qu'il a utilisée au début à Paris, dont vous avez vu un aperçu tout à l'heure avec la photographie de l'intertitre, c'est-à-dire des enregistrements de laboratoire qui sont destinés à l'étude des dialectes et à l'étude des systèmes musicaux. Enfin, la collecte de 1930 à Athènes s'inscrit dans le cadre d'une ethnomusicologie de sauvegarde. Pernaut a le sentiment que les traditions musicales d'Asie mineure auront bientôt disparu complètement du fait de l'échange de population de 1923-1924. C'est ce qu'il déclare en tout cas en 1931 à Paris, dans la leçon d'ouverture de son cours de grec moderne. Je le cite. « Nous nous sommes efforcés de garder à la postérité les chants et les dialectes grecs du Pont et de la plus lointaine Asie mineure, qui dans une 50aine d'années au plus auront totalement disparu. La Thrace, la Macédoine, l'Épire, le Parnasse, les îles nous ont également donné des documents intéressants qu'il s'agit maintenant d'étudier et de publier en collaboration avec nos amis hellènes. » Cette collaboration est initiée dès 1930 à Athènes. Pernaut est assisté de collaborateurs et de collaboratrices francophones. Melpo Logothetti-Merlier, qui a travaillé avec lui à Paris au début des années 1920 et qui vient de fonder les archives de folklore musical à Athènes donc en 1930. Le Suisse Samuel Bobovi, qui avait effectué sa première collecte de chansons et de danses dans le Dodécanèse entre juin et septembre 1930. Madeleine Lavergne, qui était la collaboratrice de Pernaut à l'Institut de phonétique à Paris. Cependant, la collecte de Pernaut n'a pas manqué de susciter un certain émoi en mars 1930 en Grèce. Certains musiciens, comme Georges Lambellette, font campagne dans la presse contre Pernaut au prétexte qu'un Français ne pourrait pas saisir les subtilités des traditions musicales grecques. D'autres en profitent pour attaquer Vénizelos, qui est le chef de gouvernement et qui soutient Pernaut. Mais le Français reçoit de son côté l'appui de Pénélope Delta, qui prend sa défense dans Tovima le 15 mars 1930. Et la collecte est donc bien dirigée à Athènes par Pernaut pendant 3 mois à la fin de l'année. Elle se poursuivra encore pendant toute l'année 1931 en son absence. Malgré ses imperfections, cette collecte a été décisive pour le développement de l'ethnomusicologie en Grèce.
Elle a donné lieu à un ensemble exceptionnel de 222 disques, 78 tours, qui contiennent 573 airs, chansons, récits et poèmes. Par ailleurs, la campagne de 1930 a apporté un changement capital pour la connaissance des musiques traditionnelles des différentes communautés grecques d'Asie mineure et de Grèce. Comme l'expliquera Béla Bartók en 1937 dans une conférence sur la musique mécanique, les enregistrements sonores donnent un accès direct aux musiques traditionnelles, même si la restitution sonore ne pourra jamais se substituer à la musique que Bartók appelle la musique vivante. Mais ces enregistrements ont un rôle décisif à jouer pour Bartók, désormais sur le plan pédagogique. Car la médiation des musiciens formés dans les conservatoires d'Europe occidentale n'est plus nécessaire. Et on peut s'en rendre compte, dans le cas de la Grèce, en se reportant au cours intitulé « Le folklore hellénique » de Maurice Emmanuel, dont j'ai aussi cité le nom tout à l'heure, un cours donné à l'École normale de musique de Paris le 12 mars 1927, avec la collaboration d'une chanteuse lyrique franco-grecque, Speranza Kallo Seai. Maurice Emmanuel était l'élève de Louis-Albert Bourgault du Coudray. Il était l'auteur d'une thèse célèbre sur la danse grecque antique en 1896, qui avait fait grand bruit jusqu'à Athènes, et il était également compositeur. Mais il était surtout professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris de 1909 à 1936. Parmi ses nombreux élèves, on sait que Mel Pomerlier a suivi son enseignement en 1919-1920. Et Samuel Bobovi, qui le connaissait personnellement, lui a rendu hommage en 1939 dans un article méconnu intitulé « Maurice Emmanuel et la Grèce », un article paru dans un numéro spécial de la revue musicale en hommage au compositeur décédé en 1938, et une revue auquel ont participé plusieurs anciens élèves et amis de Maurice Emmanuel, dont Olivier Messiaen, Émile Jacques Dacroze, Charles Coeclin ou Victor Bach. Emmanuel a joué un rôle très important pour la diffusion des musiques traditionnelles de Grèce en France, ce qu'on montre notamment son cours sur le folklore hellénique en 1927. Pour illustrer le propos du professeur, Speranza Kallo Seai a interprété des chansons harmonisées par Bourgault du Coudray, par Manolis Kalomiris et par Maurice Ravel, des extraits donc des 5 mélodies populaires grecques. Mais peut-on se faire une idée de la façon dont Speranza Kallo Seai, une chanteuse lyrique qui était présente dans les concerts parisiens, interprétait ces mélodies? Il existe un enregistrement de 5 mélodies traditionnelles grecques que Speranza Kallo Seai a enregistré en 1913 pour les archives de la parole, qui étaient dirigées non pas alors par Hubert Pernaut, mais par son prédécesseur, le linguiste Ferdinand Bruno. Je vais vous faire écouter un extrait d'un air très célèbre, une smyrniote à la fenêtre, donc enregistré le 22 avril 1913 à Paris par Speranza Kallo Seai. Bien. J'ignore si c'est de cette manière, avec cette technique vocale, que Speranza Kallo chantait les mélodies grecques qui accompagnaient le cours de Maurice Emmanuel en 1927. C'est un enregistrement assez déconcertant pour nous, puisqu'on a une technique vocale, disons, classique. Mais on peut souligner du moins le fait qu'elle a exécuté ici une monodie sans aucune harmonisation, ce qui contribue déjà à dépayser la mélodie en la débarrassant de tout revêtement harmonique, notamment un revêtement harmonique au piano. Ainsi, cet enregistrement, assez étonnant pour nous, se distingue du moyen couramment utilisé par les musicologues français du début du XXe siècle pour faire écouter les mélodies populaires, mais pas seulement les mélodies grecques. Et ce moyen, c'est l'harmonisation. J'ai fait allusion avec le recueil du Bourgault du Coudray au début de la conférence, également avec les 5 mélodies populaires grecques de Ravel, harmonisées au piano, entre 1904 et 1906, pour des conférences du musicologue français Pierre Aubry et du critique musical Michel Dimitri Calvo-Corresi. Maurice Emmanuel a eu recours lui aussi à ce moyen de l'harmonisation. Le 17 mai 1908, à Paris, à la salle des agriculteurs,
il a prononcé une conférence sur la musique populaire grecque qui sera éditée ensuite dans la revue de l'hellénisme. Et il a prononcé cette conférence devant une assemblée prestigieuse. L'ambassadeur de Grèce en France, Nikolaos Delianis, Jean Psychari, Théophile Moll, l'ancien directeur de l'école française d'Athènes, Théodore Reynac et Hubert Pernaut lui-même, qui a eu, je le cite, d'après une lettre envoyée à Emmanuel, le très grand plaisir de l'entendre. Comme Fauriel et Bourgault du Coudray, Emmanuel a défendu la thèse d'une continuité de la musique grecque depuis l'Antiquité. Cette continuité, selon lui, serait perceptible dans les chansons démotiques et dans le chant byzantin. D'ailleurs, pour la percevoir correctement, il faudrait, toujours selon Emmanuel, éliminer dans les transcriptions tout ce qui pourrait être trop oriental. Et nous sommes bien aux antipodes de ce qui sera présenté 80 ans plus tard dans la collection Agora Radio France. Pour illustrer sa thèse, Emmanuel choisit des mélodies de Chios tirées du recueil de Pernaut le Flemme. Il les harmonise au piano et il les interprète avec le violoniste Gabriel Villaume. Et en 1914, il en tire une suite de danse, comme on faisait souvent à l'époque, qui rappelle d'ailleurs, à certains égards, ce que faisait Béla Bartók avec la musique hongroise. Je vais vous faire écouter maintenant, donc, voilà, la quatrième pièce, enfin le début de la quatrième pièce, qui est tirée du recueil de Pernaut, et donc ici pour violon et piano, c'est un Vulgarikos. Dans la notice qu'il a placée en tête de la partition, Maurice Emmanuel précise que ces mélodies ont été enregistrées par Hubert Pernaut avec un phonographe. A-t-il écouté les cylindres de son confrère en 1907 ou 1908 ? Il est plus probable qu'il a utilisé les transcriptions de Paul Le Flemme. Mais si jamais il avait eu l'occasion d'écouter ces cylindres, voici ce qu'il aurait pu entendre. Ah ben non, c'est pas absolument. Mesdames, Messieurs, ce que vous venez d'entendre est quelque chose d'absolument exceptionnel. Nous avons un enregistrement qui date du 19e siècle, qui a été enregistré à Chios à l'été 1899 et qui a été enregistré par Hubert Pernaut lors de ses collectes à Chios. Donc oui, les cylindres enregistrés par Hubert Pernaut ont bien été retrouvés. Ces cylindres, tout le monde pensait qu'ils étaient définitivement perdus depuis des décennies. Hormis les cylindres qui étaient conservés à la Bibliothèque nationale de France, et qui contiennent essentiellement des contes et des récits, mais pas de musique. Je vais donc terminer par la brève histoire de cette découverte sensationnelle. En décembre 2020, je me suis entretenu au téléphone avec Madeleine Leclerc, conservatrice au Musée d'ethnographie de Genève et responsable des archives internationales de musique populaire, qui avait été à l'époque, dont l'une des figures de proue avait été Samuel Bobovi. Madeleine Leclerc m'a signalé l'existence de cylindres contenant de la musique grecque dans les collections du musée. J'ai tout de suite eu l'intuition qu'il s'agissait des cylindres de Pernaut.
La vérification a été faite immédiatement. Les cylindres datent bien de 1898 et de 1899, et ils ont été enregistrés à Chios. Nous venons de retrouver la partie manquante des enregistrements de Pernot. Et nous voici donc en possession de la plus vieille collection d'enregistrements sonores de musique traditionnelle connue à ce jour en Grèce. Nous avons retrouvé une trentaine de cylindres, plusieurs dizaines d'airs et de mélodies. Et c'est une collection qui est d'autant plus remarquable qu'elle a été constituée avec une rigueur scientifique remarquable par Hubert Pernot, et une collection à laquelle Hubert Pernot n'a jamais cessé de se référer jusqu'aux années 1930 comme le modèle qu'il avait suivi pendant toute sa carrière, et qui va également inspirer Bobovy et Melpomerlier et bien d'autres. Donc retrouver ces sons, retrouver ces voix après Hubert Pernot, renouer le fil avec les habitants de Chios aujourd'hui, mettre à la disposition du public grec, français et d'ailleurs ce trésor inestimable que nous avons reçu en héritage du savant français, tel est le projet qui nous occupera dans le cadre du programme qui a été cité tout à l'heure, donc programme de l'École française d'Athènes, Les confins de la musique. Un programme qui est conçu comme une nouvelle occasion d'associer, après Pernot, Melpomerlier et Bobovy, des chercheurs français, grecs et suisses que je vais citer à présent, Yorgos Kokonis de l'Université de Ioannina, Dimitris Yannodis de l'Université de Paris-Nanterre, Madeleine Leclerc du Musée d'ethnographie de Genève, Audrey Viau et Fabrice Menotto de la Bibliothèque nationale de France, Thomas Bottigny du CNRS. Et je voudrais pour terminer évoquer une dernière fois mon entretien avec Simra Arom. Simra Arom, en 2018, m'a confié qu'en enregistrant Titsanis, il a été profondément ému par sa lutte, c'est son mot, par sa lutte avec le bouzouki. Une lutte acharnée pour un musicien dont les doigts, attaqués par l'arthrose, produisaient toujours des effets extraordinaires. Cette lutte, il me semble que nous l'entendons aussi dans le son lointain du violoniste de Chios, violoniste anonyme, qu'on imagine devant le pavillon du phonographe ou du graphophone Columbia, un peu pressé peut-être au moment de fixer sur les cylindres de cire quelques danses de Lille, un asapico, un ballo, un vulgarico. Ce que Simra Arom a capté à Athènes en 1980, ce qu'Hubert Pernot a enregistré à Chios en 1898, c'est somme toute ce qui fait la beauté du métier d'ethnomusicologue. Une formule simple, modeste, et pourtant d'une infinie complexité, pour être en exprimer l'essence, l'écoute de l'humain. Je vous remercie de votre attention.